Il y a un an, Vinicius, c'est un joueur qui pouvait être désespérant, on avait l'impression qu'il stagnait, et pire, il avait perdu cet élément magique de son jeu. Un an plus tard, il fait partie des joueurs les plus en forme du continent européen. Tout ça, ça pose une question, comment Vinicius s'est transformé? Et non, c'est pas seulement une question de finition. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Je sais pas si vous avez déjà eu ce cas avec un joueur, vous l'aimez bien, vraiment, mais parfois vous devez reconnaître qu'il est désespérant. Peut-être certains supporters de l'OL sont en train de vivre ça actuellement avec Xherdan Shaqiri. Ce jour-là, pour moi, c'était Vinicius durant un certain temps. J'aimais le voir jouer, j'aimais ce qu'il représentait, j'aimais cette impertinence, cette confiance qu'il avait en lui, mais parfois je devais reconnaître que c'était juste pas croyable ce que j'avais sous les yeux, mais j'arrivais pas à l'assimiler, c'était vraiment très très perturbant comme sensation. Et actuellement Vinicius, c'est plus du tout ce joueur-là. C'est un joueur enthousiasmant, qui est divertissant à voir jouer et qui est productif. Cette saison, en 11 matchs de Liga, il a déjà marqué 7 buts, là où sur les 2 dernières saisons, il n'avait jamais dépassé la barre des 3 buts. En Ligue des Champions, plus les gars, toute compétition confondue, il a joué 15 matchs cette saison et il a mis 9 buts, plus délivré 7 passes décisives. Transformation, joueur complètement nouveau, qu'est-ce qui a changé avec Vinicius? Pour répondre à cette question, il faut se replonger quelques années en arrière et parler du Real Madrid dans lequel Vinicius se révèle, le Real Madrid de Solari. C'était pas un beau Real Madrid, c'était pas joli à voir, mais Vinicius c'était un peu l'étoile au clair de la nuit. Merde, ça se dit pas ça. Ah oui, l'étoile au cœur de la nuit. Si on veut résumer le Real Madrid de Solari en quelques mots, une proposition qu'on peut adopter, c'est le Real Madrid dans lequel Toni Kroos a fait sa pire saison. En fait, explication assez simple, c'est un Real Madrid beaucoup plus vertical, beaucoup plus direct, qui sautait beaucoup plus sur le milieu de terrain, un Real Madrid qui faisait la part belle aux ailiers. Là où avant, le Real c'était l'équipe de Kroos, Casemiro, Modric, la CKM avec Zidane, Solari, c'était pas du tout le Real Madrid de ce milieu de terrain-là. Et dans ce Real-là, Vinicius, il a de l'espace pour courir, il a de l'espace pour s'exprimer, pour aller provoquer, pour rentrer sur son pied droit à l'intérieur. Bref, c'est un Vinicius qui peut tenter beaucoup de choses dans ce Real-là. Zidane revient au club, la CKM est réinstallée comme centre névralgique de l'équipe, et ça change toute la façon d'attaquer de cette équipe-là. Et Vinicius, ça va bien moins lui convenir. Pourquoi? Parce que le Real de la CKM, c'est un Real qui attaque sur un rythme lent, qui cherche vraiment à contrôler les matchs, qui attaque en camp adverse et qui attaque dans des espaces réduits. Tout d'un coup, Vinicius, il n'a plus autant de mètres pour courir. Et puis pire que ça, Vinicius, c'est un joueur qui tente beaucoup, et comme il tente beaucoup, il se rate beaucoup. Beaucoup de pertes de balles. Le problème, c'est que pour le Real de la CKM, les pertes de balles, elles sont fatales. On cherche vraiment à éviter les pertes de balles, et les rares fois où on perd le ballon, il faut absolument contre-presser direct. En fait, c'est un Real qui a dominé l'Europe comme ça, en perdant très peu le ballon avec une grande qualité technique pour s'éviter de se prendre des énormes transitions offensives de l'adversaire en plein visage. C'est un Real vraiment du contrôle. Et Vinicius, son jeu, il n'est pas du tout basé sur le contrôle. Si on fait une espèce de radiographie de Vinicius Junior sous Zidane, en quelques points, ça pourrait donner ça. 1. Les problèmes à la finition, ces fameux problèmes à la finition que tout le monde connaît, mais ça à la rigueur, il les traîne depuis bien plus longtemps. 2. Un problème fondamental d'interprétation. Vinicius, c'est un joueur qui était toujours à fond, toujours sur le même rythme, toujours accéléré, aller provoquer, tenter des dribbles, tenter de déséquilibrer l'adversaire. Et en fait, il choisissait jamais ses moments. Et ça pouvait avoir tendance à déséquilibrer sa propre équipe, parce que comme je l'ai dit avant, c'est une équipe, l'équipe de Zidane, l'équipe de la CKM, qui vivait assez mal le fait de perdre le ballon, et qui devait bien choisir ses moments, parce que c'est une équipe, comme je l'ai dit, elle attaque assez lentement, elle ne pouvait pas être tout le temps à fond. Un problème aussi avec le fait d'attendre son latéral. Vinicius, il attendait jamais son latéral. Il prenait le ballon, il allait provoquer, il allait plus vite que tout le monde, et du coup son latéral n'arrivait jamais à suivre, jamais à faire les dédoublements, et Vinicius se retrouvait en 1 contre 2, 1 contre 3, sans le soutien de son latéral. Parce qu'il ne l'avait pas attendu. Et en plus, les combinaisons avec son latéral, elles étaient quasi inexistantes, parce que Vinicius, c'est pas un joueur qui joue très bien à l'intérieur, c'est un joueur aussi qui a tendance
peut ajouter à faire toujours la même chose, et à force, ça devenait prévisible. À ce premier problème de finition et à ce deuxième problème d'interprétation, on peut ajouter un troisième problème d'ordre technique. Vinicius, techniquement, c'est un joueur en difficulté. Et quand on parle de technique, on ne parle pas de dribble, on parle de savoir contrôler le ballon, contrôle orienté, de ne pas faire d'erreurs techniques, de gérer ses passes, la hauteur des passes, le tempo des passes, la force des passes. Et ça, Vinicius, il avait d'énormes problèmes. Les ballons, parfois, il n'arrivait pas à les contrôler, il sortait en touche bêtement. Les ballons, parfois, il les oubliait en route dans ses dribbles. Parfois, il marchait sur le ballon, parfois, il tentait des dribbles, il poussait trop le ballon, ça finissait dans les bras du gardien, ça finissait en sortie de but. Franchement, j'ai jamais vu un joueur du Real Madrid faire autant d'erreurs techniques choquantes. Mais vraiment, des grosses erreurs techniques, on se dit c'est pas un hasard, c'est pas une erreur de Toni Kroos ou Luka Modric qui rate un contrôle. Là, on savait que ça pouvait arriver à tout moment, il était sur la corde raide à tout moment. Et pour moi, c'est une chose de dire qu'on a toujours cru en Vinicius, qu'on a toujours vu un potentiel en lui. C'est une autre chose de dire qu'avant il était bon et que maintenant, ah regardez, vous voyez, vous aviez tort de ne pas croire en lui, on voyait ça depuis le début. Non, non, il a fait des matchs apocalyptiques sous le maillot du Real Madrid. Je répète, j'ai jamais vu ça, c'était vraiment choquant, c'était inédit. Et sur son taux de dribble, ça n'a jamais été un grand dribbleur, hein. Ça a été un grand dribbleur en qualité, mais jamais en taux de réussite. Il a toujours eu des taux de réussite assez bas. L'année passée, par exemple, parmi les 12 joueurs qui driblaient le plus en Liga, c'est celui qui avait le taux de réussite de dribble le plus bas, 38%, c'est vraiment faible. Et j'insiste sur le problème technique, parce que aujourd'hui, on est très élogieux à l'égard de Vinicius, mais il faut se rappeler un peu d'où on venait. Franchement, on venait d'assez loin. Quand Benzema et Mendy conversent au sujet du fait qu'il ne faut pas lui passer le ballon parce qu'il joue contre nous, Dixit, c'était pas pour rien. Et c'était un peu malheureux, parce que j'avais l'impression que c'était le mauvais joueur au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce projet rajeunissement du Real Madrid dans un club comme le Real Madrid, il est extrêmement discutable. Le Real, c'est pas Dortmund, et il est encore plus discutable quand l'entraîneur, c'est Zinedine Zidane, un entraîneur qui a fait confiance aux jeunes, oui, parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est pas le cas, il faut nuancer, mais qui n'est pas un entraîneur qui va vraiment développer des jeunes joueurs. Il a davantage fait confiance à ses cadres, même si je répète, il faut nuancer. Mais en tout cas, on sait très bien que Zidane, même s'il a donné beaucoup de temps de jeu à Vinicius, c'est pas un joueur dont il était vraiment fan. Et ajouter aussi le fait que si vous êtes un jeune joueur au cœur du Real Madrid, il faut avoir des bonnes conditions pour se développer, des conditions dont a bénéficié un joueur comme Varane, comme Marcelo, où vous n'êtes pas directement propulsé titulaire dans l'un des plus grands clubs du monde, avec un public vraiment exigeant. Non, Vinicius en sortie de banc, comme agitateur, il aurait été parfait, mais depuis la première minute, impossible. Du coup, les conditions n'étaient pas vraiment réunies. Mais il faut encore nuancer, parce qu'il a fait des bons matchs, contre l'Atalanta, contre Liverpool, contre le Barça parfois, je me souviens d'un match contre la Real Sociedad. En Ligue des Champions, ça pouvait paraître curieux, mais il était souvent meilleur qu'en Liga. Pourquoi ? Pour une question d'espace. Parce que le Real en Ligue des Champions, ça pouvait être une équipe qui courait un peu plus, qui était un peu plus basse sur le terrain et qui allait attaquer des espaces un peu plus grands. Et ça, Vinicius, il adore. Et ça, Vinicius, il en bénéficie aujourd'hui. Vinicius, s'il est si bon aujourd'hui, c'est qu'il est en confiance. Ça, ok, je crois que c'est pas un scoop, c'est pas révolutionnaire comme analyse. C'est un joueur qui est en confiance. Il est beaucoup plus sûr techniquement, il prend beaucoup plus de risques, il a moins peur de se tromper, il a moins peur de faire l'erreur dans un Real Madrid qui tolérait très peu les erreurs. C'est plus un Vinicius aseptisé, parce qu'il a peur de prendre des risques, parce qu'il a peur de prendre le ballon, du coup il se dit mieux interpréter le jeu, ça signifie moins prendre de risques, et au final ça débouchait sur un Vinicius qui n'était plus du tout intéressant à jouer. Le seul aspect intéressant de son jeu, c'était cette prise de risque, ce déséquilibre, et bon, on avait tendance à plus le voir. Là, Vinicius, il sait qu'il peut prendre des risques, il sait qu'il a la confiance de l'entraîneur. Ok, la confiance. Et mine de rien, Vinicius, il aime jouer avec du public, c'est une petite théorie que j'avais et je crois qu'elle fonctionne assez bien, et elle s'applique assez bien à la réalité. On l'a vu au Camp Nou, elle a provoqué le public, il adore ça, on l'a vu au Meazza, la même chose contre l'Inter, et puis quand il joue à domicile, il aime faire le show, en règle générale. Mais il n'y a pas que la confiance, énormément de choses débouchent d'un joueur en confiance, la confiance dans le football c'est tout, mais il n'y a pas que ça. Il y a le style de jeu et il y a la question des espaces. Ancelotti, il a refait du Real Madrid une équipe beaucoup plus directe, beaucoup plus verticale, qui attaque sur un rythme beaucoup plus haut. Ça a certains désavantages, ça a certains avantages, de gros avantages, des avantages qui ont à voir avec Vinicius Junior. Vinicius, si on regarde certaines statistiques parmi lesquelles il s'illustre vraiment, il s'illustre pas seulement en Liga, il s'illustre vraiment en Europe. C'est un joueur qui est
parmi les joueurs les plus en forme du continent européen. Typiquement, les mètres gagnés avec ballon ou les courses qui vont permettre à l'équipe d'avancer sur le terrain quand le joueur a les ballons dans les pieds. Et bien à ce petit jeu-là, c'est le 3e joueur qui a parcouru le plus de distance balle au pied pour porter le ballon en attaque d'Europe. Il y a une autre stat qui s'appelle chevaucher. Voilà, c'est le 2e joueur en Europe qui a fait le plus de chevauchés avec ballon. Il peut courir avec ballon. Il peut attaquer balle au pied. Dans le Real de Zidane, ça c'était beaucoup plus compliqué. Une autre stat dans laquelle il brille particulièrement, évidemment, c'est les dribbles. Le 4e joueur d'Europe avec le plus d'adversaires dribblés. Ce qui est intéressant à propos de ses dribbles réussis, c'est qu'il n'a pas drastiquement augmenté son pourcentage de dribbles réussis. C'est toujours un joueur qui dribble beaucoup, qui a beaucoup de dribbles réussis, mais parce qu'il tente beaucoup de dribbles, et fatalement il en rate beaucoup aussi. Mais c'est pas si grave que ça dans ce Real Madrid, un Real Madrid qui a moins une allergie à la perte de balles. Et une chose qui est assez intéressante aussi, c'est que le fait d'attaquer dans les grands espaces, ça fait qu'il peut être beaucoup plus divers dans ses dribbles. Avant, moins d'espace, il va affronter son défenseur, s'il repique vers l'intérieur du terrain, c'est complètement bouché. Et à chaque fois qu'il faisait ça, il n'y a rien de bon qui pouvait en sortir, parce qu'il revenait vers l'intérieur, il devait faire une passe en retrait. Conséquence, il tentait toujours de forcer vers l'extérieur, d'aller passer du côté de la ligne de fond, et au bout d'un moment, ça devenait prévisible. Maintenant, il peut sortir autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et quand il sort à l'intérieur, comme le Real Madrid attaque de façon plus verticale, il attaque plus vite, il tombe moins sur des blocs bas, et ses sorties de dribble vers l'intérieur font que quand il lève la tête, il y a une ligne de passe beaucoup plus évidente, il a la possibilité aussi de rentrer sur son pied droit et marquer, il l'a fait cette saison quelques fois, et ça, évidemment, ça change tout au niveau de ses registres comptables, plus de buts et plus de passes décisives. Karim Benzema n'est plus obligé de lui gueuler dessus après chaque passe en retrait assez moyenne de sa part. Tout ça, c'est vraiment génial, il vit sa meilleure période footballistique, et à présent, je pense qu'il a 2 défis devant lui à relever s'il veut continuer à faire partie des meilleurs joueurs d'Europe. Parce que quand vous prenez les statistiques d'un Ronaldo, d'un Messi, d'un Lewandowski, ou même d'un Mo Salah, j'ai même tendance à dire d'un Harry Kane, peut-être pas cette saison, c'est des joueurs qui rendent l'extraordinaire assez banal, qui sont sur des rythmes de passes décisives et de buts tellement élevés qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça signifie. Un Vinicius, actuellement, là, il est trop en forme, et on est vraiment émerveillé, en oubliant qu'il y a certains joueurs qui font ça quasiment à chaque match, ou du moins chaque semaine. Du coup, cette question de la régularité, évidemment qu'elle va se poser, et une autre chose qui va se poser, c'est toujours comment est-ce qu'il va performer dans un cadre collectif. Par exemple, on voit qu'il y a le retour de Mendy, et que l'entente avec Mendy, elle n'existe pas vraiment. Le match passé, par exemple, il joue contre Elche, c'est Marcelo qui est sur le terrain, et ça change beaucoup de choses pour Vinicius, parce que Marcelo attire des joueurs sur lui, parce que c'est un élément beaucoup plus créatif qu'un Mendy, le danger peut venir de Marcelo, ça libère des espaces pour Vinicius. Quand c'est Mendy qui joue, c'est beaucoup moins le cas, et ça explique pourquoi il a eu plus de problèmes sous Zidane, parce que Mendy, sous Zidane, il a été titulaire indiscutable. Du coup, s'il veut corriger ça, sachant que Mendy ne va pas lui libérer des espaces, il faut qu'il s'entende un peu mieux avec Mendy pour qu'à eux deux, ils puissent combiner et créer des différences. Et ça va peut-être demander à Vinicius d'améliorer son jeu à l'intérieur, dans des zones où il y a un peu plus de monde. Du coup, régularité et entente avec ses coéquipiers et plus précisément avec son latéral. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai un peu essayé de sortir des sentiers battus pour expliquer cette transformation du joueur. J'espère que j'aurai réussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans une semaine, comme d'habitude, dimanche 10h. Et s'il n'y a pas un événement incroyable qui vient chambouler tout mon planning de la semaine, c'est fort possible que la semaine prochaine, on parle d'un joueur dont on a oublié qu'avant tout, il avait été footballeur. C'est un petit indice. Allez, à toutes!